Imaginez des sabots martelant le Danube gelé, de la vapeur s'échappant des chevaux de guerre à l'aube, et des bannières noires claquant sous un ciel couleur d'acier. Imaginez des cathédrales trembler au tonnerre d'un millier de sabots. Dans les rues, les cloches sonnent, puis se taisent. Un monde que nous croyons fixe, nos frontières, nos langues, la nourriture sur nos tables, bascule sous le poids de fer d'un empire né de la steppe. À quel point votre vie serait-elle différente maintenant, si l'Europe s'était pliée à la flèche et à l'arc mongol? D'abord, rappelons-nous ce qui s'est réellement passé. Début du XIIIe siècle, l'empire mongol jaillit des prairies. Sous Gengis Khan, ils détruisent État après État, le Khwarezm en Asie centrale, puis la Perse, profondément la Chine. Après Gengis, ses fils et ses généraux continuent de chevaucher. Les Mongols envahissent la Rus de Kiev, incendient des villes comme Ryazan et écrasent Kiev. En 1241, 2 coups de marteau frappent l'Europe. Au nord, à Legnica, forces polonaises et allemandes sont anéanties. Au sud, à Mohi, le royaume de Hongrie est brisé par le génie de Subutai. L'Europe tremble. Vienne entend des rumeurs. Les monastères prient, les rois hésitent. Et puis, les cavaliers disparaissent. Pourquoi? Parce qu'un battement de cœur lointain change tout. Le grand Khan Ögedei meurt. Par tradition, les princes mongols doivent retourner au pays pour élire un nouveau souverain suprême. Batu Khan interrompt la campagne, Subutai tourne son cheval vers l'est, et l'Europe respire. Les historiens débattent pour savoir si les Mongols auraient continué si Ögedei avait vécu. Des contraintes existaient vraiment. Les haies et forêts européennes, les rivières et fortifications de pierre, les pâturages limités, la logistique brutale pour nourrir des dizaines de milliers de chevaux. Mais supposons que la charnière du destin bascule autrement. Et si Ögedei Khan vivait 10 ans de plus? Et si des renforts traversaient la Volga? Si les trains de ravitaillement du Yam, la route relais mongole, atteignaient profondément les Carpates? Et si Subutai recevait la liberté totale de terminer ce qu'il avait commencé? Notre chronologie alternative s'ouvre en 1242, avec le Danube gelé comme une route de verre et l'avant-garde mongole déjà en reconnaissance vers Vienne. Cette fois, il ne s'arrête pas. Vienne tombe non pas par un siège spectaculaire mais par une stratégie implacable. Les rivières employées comme autoroutes, les villes isolées, les lignes de ravitaillement étranglées, la trahison suscitée chez des nobles affamés. Le Saint-Empire romain, déjà patchwork de princes en lutte, ne parvient pas à se coordonner. Les chevaliers bavarois chevauchent, mais seuls, et les tactiques de la steppe, feintes de retraite, tempêtes de flèches, manœuvres fulgurantes, les saignent à blanc. Ratisbonne s'agenouille, Nuremberg brûle, Prague paie un tribut pour sauver ses murs. En 1245, Subutai frappe aux portes des Alpes, et en 1247, il envoie des signaux de fumée sur la plaine du Pô. Le nord de l'Italie, c'est l'argent. Gênes et Venise savent de quel côté souffle le vent. Ils ne l'aiment pas, ils le craignent, mais ce sont des marchands. Ils concluent des accords. Les Mongols ne pratiquent pas l'événement de la terre brûlée pour le plaisir. Ils sont transactionnels. Le tribut achète la paix. Des privilèges portuaires, l'accès aux chantiers navals, des informations et une part d'épices et de soieries qui coulent vers l'ouest, voilà le prix. Le pape, où est-il? Dans cette chronologie, les États pontificaux ne tombent pas, mais la papauté déménage. Peut-être à Avignon plutôt ou dans une cité perchée entourée de mercenaires. Un frère franciscain traverse les Alpes portant une lettre suppliant du temps. La réponse arrive attachée à une flèche. Payez, acceptez, endurez, ou résistez et soyez effacés. Les Mongols appellent leur nouvelle domination occidentale l'Ulus du Danube, un khanat avec sa capitale sur le fleuve. Buda, peut-être, rebâti selon des lignes mongoles, avec de larges avenues pour la cavalerie, des marchés remplis de mots turciques et de jurons latins, des étoffes persanes et du feutre mongol. Un recensement compte chaque âme. Des messagers galopent relais après relais, changeant de chevaux dans des stations de Yam en pierre qui jalonnent les routes de Cracovie à Milan. La loi, Yassa, se mêle aux coutumes locales. La religion, les Mongols sont pragmatiques. Catholiques, orthodoxes, juifs et musulmans paient tous l'impôt. Tous pratiquent sous un œil attentif. L'Église apprend à négocier, à plier sans rompre. Les évêques bénissent les flèches et pétitionnent les khans, la même respiration. Voilà pour l'administration. Mais qu'en est-il de la culture et de la violence qui la sous-tend?
L'armure évolue. On commence à voir des arcs composites dépasser des murailles, tenus par des auxiliaires locaux formés par des maîtres mongols. La lourde lance européenne reste, mais elle s'accompagne d'un archer à l'étrier. Le petit-fils d'un chevalier allemand grandit aussi à l'aise dans la selle d'un archer monté que sur un tilting de joute. Les mots que nous parlons se tordent. Sur les marchés de Cologne, vous entendez des emprunts slaves et turciques glisser dans l'allemand médiéval. Un emprunt pour la route postale, Yam, s'enfonce dans la langue des voyageurs. La nourriture change aussi, d'abord subtilement. Le lait de jument fermenté est une curiosité au banquet de cour. L'agneau rôti sur brochette de fer rejoint le sanglier et le pain sur les tables festives. Maintenant, le commerce. C'est le grand enjeu. La route de la soie a toujours été un réseau de voies, mais les Mongols en font une autoroute, dangereuse à franchir sans leur garantie, sûre sous leur protection. L'Ulus du Danube branche l'Europe directement sur l'Asie centrale et la Chine. Les banquiers italiens ne financent plus seulement des croisades, ils soutiennent des caravanes jusqu'à Samarcande. Les expériences de monnaie papier arrivent plutôt en Europe via des conseillers persans et chinois. Les livres de comptes à Florence commencent à enregistrer d'étranges jetons avec sceaux, échangeables dans les stations de Yam. On peut déplacer l'information de Paris à Karakorum en semaines, pas en mois. Et sous ce grand échange chevauche quelque chose de froid et invisible. La peste noire. Historiquement, la peste atteint l'Europe dans les années 1340, circulant sur ces mêmes artères commerciales, éclatant dans les ports méditerranéens comme une tempête. Dans notre monde alternatif, avec une Europe soudée plus tôt et plus étroitement au réseau mongol, la peste frappe probablement plus tôt et plus uniformément, pas seulement à Gênes et Marseille, mais aussi dans les hubs intérieurs, Vienne, Buda, Cracovie, chacun relié à la steppe par des routes aussi rapides que des flèches. On peut imaginer une scène épouvantable en 1338, peut-être, une décennie plus tôt. Des coursiers mongols en soie, portant des masques. Oui, cela existait. Apportant des ordres de quarantaine aux stations commerciales. Des greffiers comptant les morts par tribu et par cité. Les envoyés du Khan scellant les frontières pendant des jours pour casser la chaîne d'infection. Une réponse brutale, mais organisée incomparable aux princes européens querelleurs. Moins de chasse aux sorcières, plus de cordons sanitaires. Pourtant, la faucheuse ne se soucie pas de qui écrit les ordres. Les corps s'amoncellent. Les cloches d'abbaye sonnent jusqu'à ce que les cordes se rompent. Mais après la peste vient le changement. La raréfaction de la main-d'œuvre fait exploser les certitudes féodales à travers l'Ouest. Dans notre chronologie, les paysans négocient dur, les salaires montent et le servage se fissure. Sous un système fiscal mongol qui se soucie moins de qui possède la terre que de savoir si la pièce arrive à temps, la mobilité sociale pourrait être plus rapide. Les serfs fuient vers les villes Yam et deviennent porteurs, fabricants de flèches, comptables pour les caravanserais. Les villes sous protection mongole émettent des chartes pour verrouiller les travailleurs. Un cordonnier de Vienne, affranchi de son seigneur par la peste et par l'opportunité, signe un contrat avec un agent génois pour livrer des bottes à Tabriz. Qu'en est-il du savoir? Ici, la fusion pourrait pencher l'histoire de manière étonnante. La poudre à canon, déjà connue en Chine, franchit les frontières sous bénédiction impériale plutôt que sous suspicion. Les premiers canons européens pourraient arriver non comme des expériences isolées, mais comme une technologie standardisée enseignée par des maîtres de siège qui ont déjà pris des forteresses chinoises, persanes et russes. Les donjons de pierre en Allemagne pourraient affronter le tonnerre plus tôt, disons 1280 plutôt que 1330. La guerre change plus vite. Les châteaux s'abaissent, les murailles s'épaississent, et les villes investissent dans des bombardes aux côtés des clochers. Et le livre? L'imprimerie appartiendra toujours à l'avenir européen, mais peut-être que le papier sur lequel elle imprime arrive plus tôt et moins cher via les réseaux mongols. La fabrication du papier se répand sous licence dans les villes italiennes et allemandes à la fin du XIIIe siècle. Les copistes se multiplient. Au moment où Gutenberg expérimente la typographie mobile, il n'invente pas dans le vide. Il déclenche une étincelle dans un continent déjà gavé de combustible. Papier, route postale et lecteurs habitués à correspondre. Les lettres volent à travers l'Eurasie. Les savants de Paris citent des astronomes de Maraga la même année où leurs travaux paraissent. La Renaissance fleurit encore, mais avec une teinte orientale reconnaissable. Technique de perspective chinoise filtrée par les miniatures persanes,
motifs de nuages et de lotus mêlés aux arcs gothiques. Une fresque de cathédrale à Prague montre Saint Georges à cheval tenant un arc, et le dragon a des écailles qui ressemblent étrangement à un motif tang. La religion n'échappe pas à la transformation. Un souverain tolérant peut souvent être un souverain perturbateur. Quand votre suzerain ne se soucie pas de ce que vous adorez, tant que vous payez, le rôle politique de l'Église s'amenuise mais son rôle pastoral s'épaissit. Elle ne concourt plus tant contre une Église rivale que contre l'indifférence et la taxation. L'énergie qui a alimenté notre réforme pourrait ne pas disparaître, mais changer de teinte. Avec des propriétés ecclésiastiques taxées au plaisir du khan, les monastères se commercialisent plutôt, vendant tissus fins et papier. Quand la dissidence éclate enfin au VIe siècle, elle ressemble moins à un coup de tonnerre qu'à une série d'incendies maîtrisés, localisés, négociés, intégrés dans des traités entre khans et princes. Un moine en Saxe cloue des arguments sur une porte. Oui, mais les négociations qui suivent incluent des envoyés mongols posant la même question. Cette scission nuira-t-elle aux revenus ou calmera-t-elle les rues? Qu'en est-il des Ottomans, l'enclume sur laquelle tant d'Europe tardive s'est forgée? Dans ce monde, les Ottomans montent, mais font face à un prédateur au nord et à l'ouest. L'Ulus du Danube n'a aucun intérêt à voir un empire rival engloutir les Balkans. Des guerres surviennent quand même. Les frontières engendrent des frictions. Mais imaginez une ligne de traité, un tampon taillé à travers la Thrace, des restes byzantins soutenus comme zone neutre, une Constantinople qui survit comme cité vassale, ses dômes brillants comme des pièces, sous le regard de deux empires. La chute finale de la ville pourrait être repoussée d'un siècle, ou ne jamais se produire. Tournez maintenant la boussole vers l'ouest, vers la mer. L'Europe naviguera-t-elle encore vers l'Inde? Découvrira-t-elle les Amériques? Ici, la chronologie vacille de façon fascinante. Un commerce terrestre fort pourrait sembler retarder l'exploration maritime, mais les Mongols taxent impitoyablement. Les marchands détestent les impôts. Avec un accès direct au compas chinois, au safran de poupe et à des savoir-faire nautiques détaillés transmis via liste de cargaisons falsifiées et chuchotés dans les caravanserais, Portugais et Génois obtiennent de nouveaux outils plus tôt et de nouvelles raisons d'éviter de payer les péages du Khanat. On pourrait donc voir deux vagues. À la fin du XVe siècle, avant la pire partie de la peste, quelques sondes précoces descendent de la côte africaine plus loin que dans notre monde. Puis la peste ralentit tout brutalement. Après la reprise, une seconde vague au XVe siècle frappe plus fort, avec des objectifs plus clairs et de meilleurs instruments. Quand les caravelles franchissent enfin l'Atlantique, elles le font dans une Europe moins collection de royaumes affamés et plus confédération meurtrie à l'intérieur d'un système khanatique. La colonisation s'en trouve différente. Moins de royaumes corsaires privés, plus de compagnies charters sanctionnées par une chancellerie khanique. Les postes commerciaux poussent d'abord. La conquête suit prudemment. Les Amériques sont contactées, mais l'élan pour tailler de vastes empires territoriaux est étranglé par une bureaucratie eurasienne qui privilégie les points de péage aux fermes lointaines. Et la Russie? Dans notre chronologie, la Moscovie s'élève à l'ombre du joug mongol, finissant par le renverser et bâtissant un empire regardant dans les deux sens. Ici, avec l'Ouest lui aussi, sous le joug, l'isolement de la Russie se réduit. La ligne entre Est et Ouest s'efface en une zone eurasienne mixte, une ceinture de 1000 milles de lois et coutumes mêlées. Quand un tsar s'élève, il n'est pas un outsider. Il est un prétendant parmi d'autres dans un échiquier de khanat et de couronnes, liés par des mariages, des otages et des tribunaux commerciaux qui siègent sous des tentes autant que dans des salles de pierre. Au moment où les empires à poudre font le tour du monde, où les usines rugissent, votre vie moderne reposerait sur une autre fondation. La langue anglaise, par exemple, porterait plus de steppes dans ses poches, mots pour route, coursier rapide, décrets juridiques, même équipement équestre. Les noms de rues à travers l'Europe se souviendraient des anciennes lignes de Yam. Londres resterait importante, mais partagerait la scène avec une mégapole Vienne-Buda, qui a prospéré des siècles durant sur le transit et la finance. La cuisine a changé. Traditions laitières nomades mêlées aux ragoûts européens, brochettes sur les places des villes, nouilles orientales naturalisées dans des cuisines bavaroises. Votre calendrier garderait probablement Noël, mais il marquerait peut-être aussi la fête du cheval dans certaines villes,
Un jour civique hybride rappelant quand le Khanat a épargné une cité pour un tribut payé à temps. Et la loi? Imaginez une Europe où common law et droit romain ont tous deux absorbé une couche de yassa. La responsabilité collective dans les caravanes commerciales devient un langage contractuel standard. Des cours d'appel se développent sous la pratique mongole de convoquer les parties au centre plutôt que d'envoyer des soldats aux frontières. Vos droits auraient une saveur différente, plus liée à votre guilde, à votre association de caravansérail, à votre charte de ville, et un peu moins à votre identité nationale. Les identités existent, bien sûr, français, allemand, polonais, mais chacune porte un nom d'ombre, une mémoire de quand son peuple fut sujet d'un khan et payait la paix en pièces, en chevaux et parfois en fils pour la cavalerie. À mi-parcours de cette histoire alternative, voici une question pour vous. Si les Mongols avaient unifié l'Europe en un empire axé sur le commerce, pensez-vous que l'ère atlantique aurait commencé plus tôt pour échapper aux taxes, ou plus tard parce que la soie terrestre payait si bien? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et si vous aimez cette plongée dans une Europe plus sombre et plus étrange, appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain tournant de l'histoire. Bien sûr, les empires ne durent pas éternellement. L'Ulus du Danube se fracturerait, comme la horde d'or dans notre monde. Des crises de succession se répercutent. Des princes charismatiques en périphérie testent le centre. Vous pourriez voir un khan allemand adopter le christianisme pour assurer la légitimité locale, ou un roi polonais adopter la mode des steppes pour courtiser les loyautés cavalières. Les guerres éclatent. Les frontières se durcissent, mais les habitudes de siècles persistent. La route postale ne disparaît pas parce qu'une bannière change de couleur. La monnaie papier ne se désinvente pas. L'habitude de regarder vers l'Est pour des idées ne s'éteint pas parce qu'un traité s'effondre. Au XVIIIe siècle, le système des États européens pourrait ressembler à une tapisserie de policies hybrides. Certains se disant duchés, d'autres khanates, la plupart efficacement les deux. Les idées des Lumières pourraient encore jaillir, maintenant amplifiées par des routes qui laissent les pamphlets courir de Lisbonne à Astrakhan en un mois. Les révolutions se négocieraient non seulement contre des rois, mais aussi contre des conseils de commerce et des assemblées claniques dotées d'un droit de veto. L'industrialisation viendrait, peut-être comme un boom eurasien plutôt que spécifiquement britannique. Des mines de charbon en Silésie alimenteraient des locomotives qui circulent d'abord le long des anciennes routes du Yam. La première ligne ferroviaire longue distance du monde pourrait être Buda-Samarcande, le fer remplaçant le cheval mais suivant la même logique impériale. Et vous, aujourd'hui, votre ville pourrait se trouver sur une autre frontière, vos ancêtres portaient des patronymes différents, les jurons de votre langue pourraient galoper depuis la steppe. Peut-être que votre plat de pâtes préféré vient d'un cuisinier de caravane. Peut-être que votre nom de famille signifie « poste-station » dans une langue turcique oubliée. Vos passeports, pluriels, appartiendraient à une confédération dont l'emblème n'est pas des étoiles ou des couronnes, mais une tête de cheval stylisée et un nœud. Des équipes de football nommées pour des flèches plutôt que pour des lions. Des hymnes nationaux empruntant une teinte pentatonique. Mais voici le changement le plus étrange. Le sens d'identité de l'Europe, sa prétendue séparation d'avec l'Orient, ne prendrait pas racine de la même manière. La ligne philosophique que notre monde a tracée, parfois trop nettement, entre Europe et Asie, se dissout en un dégradé. Quand les gens débattent des valeurs occidentales, ils le font tout en se tenant sur des routes posées par la steppe, utilisant des mots empruntés au khan, citant des savants qui ont écrit des deux côtés du continent. Vous pourriez encore appeler votre monde occidental, bien sûr, mais en vérité ce serait autre chose. Une civilisation tressée, étirée de l'Atlantique à l'Altaï, née de la conquête et du compromis. Nous aimons penser que le passé est une chaîne, mais ce n'en est pas une. C'est un champ d'empreintes dans la neige, qui se chevauchent, se croisent, s'effacent et nous surprennent. Une seule mort à Karakorum a laissé respirer l'Europe. Une seule vie prolongée aurait pu l'écraser. Parfois, l'histoire tourne sur un battement de cœur que vous n'entendez jamais. Quand les sabots sont arrivés au fleuve, la glace a tenu. Elle aurait peut-être tenu assez longtemps pour que les cavaliers traversent. S'ils l'avaient fait, votre aujourd'hui aurait été différent à chaque fois que vous envoyez une lettre, commandez un dîner, ou dites votre nom à haute voix. Alors, si les Mongols avaient conquis l'Europe, peut-être que votre monde serait plus riche en connexions et plus pauvre en indépendance.
peut-être plus sûr sur la route et plus sévère au guichet des impôts. Peut-être qu'il y aurait un arc accroché à la porte de votre cathédrale. Et peut-être, juste peut-être, que la ligne sur la carte que vous appelez le bord de votre monde ne serait rien d'autre qu'une station-poste sur une route qui n'a jamais fini. L'histoire est fragile. Le futur dans lequel nous vivons est équilibré sur des chevaux que nous n'avons jamais vus et des décisions que nous n'avons jamais prises. Cela devrait vous donner un frisson. Et une question. Quel pivot de notre époque, quelqu'un, des siècles plus tard, nommera-t-il le tournant que nous n'avons jamais remarqué, jusqu'à ce qu'il soit trop tard ?